day, all day, all day. Bonsoir à tous, encore heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur le Club United justement pour aller à la rencontre d'entrepreneurs ou de personnes qui gravitent dans l'écosystème pour nous donner un peu leur parcours d'expérience, leurs best practices et un peu comment ils ont évolué. Et ce soir, on a l'honneur d'accueillir Tamara qui nous vient directement de Genève, qui a eu un parcours assez atypique puisque elle a travaillé, on va dire, dans la recherche de startups. Donc en fait, son travail, c'était de aller rechercher les startups les plus prometteuses pour des fonds d'investissement, justement pour investir dans ces projets. Elle a aidé plus de 400 startups, justement, enfin analysé, pardon, plus de 400 startups, justement, pour le compte d'investisseurs et de corporates. Et du coup, elle a enchaîné par la suite par Startup Studio, par une Startup Studio. Donc, du coup, on va un peu détailler ça dans ce live de ce soir. Qu'est-ce que c'est un Startup Studio ? Et puis, du coup, elle va nous parler de tout son parcours. Donc, je vais lui laisser la parole. Est-ce que Tamara, tu es là et est-ce que tu nous entends? Ok, génial. On te voit. Bonjour Axel, bonjour à tous. Génial. On Est-ce que vous t'entend m'entendez? parfaitement. On t'entend parfaitement. Super. Déjà, merci beaucoup de l'accueil. Vraiment hâte de parler de tout ça ce soir. Avec plaisir. Merci Oui. à toi pour ton temps et d'avoir libéré ce créneau sur un sujet qui va être particulièrement intéressant, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent qu'est-ce que c'est un startup studio au fait. Oui. Donc, Oui. je vais te laisser te présenter. J'ai fait une petite présentation, mais je pense que tu seras beaucoup plus à même que moi de te présenter toi-même. Ok, super. Oui, alors pour commencer, donc je suis d'origine russe. Je commence par les bases un petit peu, mais j'ai vécu un petit peu partout, donc notamment en France aussi. C'est pour ça que je parle français. Et puis, donc, j'ai fait des études en gestion d'entreprise et stratégie. Puis ensuite, j'ai commencé un petit peu mon parcours avec les startups, justement. Donc, d'abord, j'ai travaillé dans une multinationale sur des projets d'innovation et sur des projets de startups aussi. Donc, un petit peu en tout ce qui est analyse du marché des startups en construction. Et ensuite, je me suis dit que c'était pas vraiment mon environnement. Il me manquait ce côté un peu plus entrepreneurial des structures plus petites. Donc, c'est là où j'ai justement déménagé chez l'entreprise qui faisait du startup scouting, analyse et puis la due diligence de startup. Donc là, ce travail, c'était exactement ce que tu as dit. En fait, c'était chercher les bonnes startups pour des entreprises ou pour des investisseurs. Ensuite, analyser si elles ont du potentiel et puis ensuite faire la due diligence si jamais quelqu'un décide d'investir dedans. Ok, Donc ça, j'ai juste je fait précise pendant... pour… désolé, je me suis permis de te couper, mais juste je précise pour les gens qui ne maîtrisent pas, on va dire, l'anglais. Du coup, due diligence, c'est vraiment pour quand un investisseur, un fonds d'investissement a envie d'investir dans une startup, donc rentrer dans le capital et prendre des parts sociales, du coup, Tamara s'occupait vraiment de tout ce qui était dossier, des négociations, etc. C'est bien ça? Voilà, oui. Alors, en fait, c'est un processus relativement long, enfin long. C'est-à-dire que c'est surtout l'analyse de marché aussi, c'est l'analyse du produit, c'est parler avec les fondateurs pour déterminer le potentiel de la start-up. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dedans. Il y a aussi la partie légale. Donc, ça, c'était plutôt mes collègues qui s'occupaient de ça, mais oui, il y a pas mal de choses aussi. Ok, Tout génial. ce qui est analyse financière, donc analyse financière, ça c'était une grande partie, et aussi la détermination de la valeur de la start-up. Ouais, du coup, la fameuse valorisation qui est très Voilà. compliquée à déterminer Oui. dans une startup. Euh, Oui. on va parler un peu de ça, ça tombe bien, parce que souvent on dit que la valo, on la fait un peu au doigt mouillé. Ah oui, c'est sûr, c'est plus un art qu'une science. Je dis toujours ça, mais Ouais, ça ouais. dépend. Non, du coup, c'est génial parce que du coup, tu as vraiment une vue assez 360 du marché aujourd'hui en Europe, de ce qu'un investisseur va rechercher dans une startup. Mhm. Qu'est-ce qui fait, on va dire, les key success factors de la réussite, on va dire, d'une startup. Oui.
Et du coup, Ouais. on va parler un peu de tout ça, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser un peu plus en détail ce que c'est un startup studio? Parce que je suis sûr que Ah moi, oui, quand j'ai donc découvert ça, ça, j'ai trouvé ça génial. c'est vrai. Donc après, pour revenir à ce cursus de mon background un peu, donc après avoir travaillé dans cette agence, j'ai ensuite travaillé dans un venture studio. Et en fait, un venture studio, c'est une entreprise qui va créer des startups eux-mêmes. Donc en fait, c'est différent des accélérateurs et des incubateurs dans le sens que dans un accélérateur, il y a des startups qui appliquent, qui sont sélectionnés et puis ensuite qui sont soutenus. Alors que dans un venture studio, en fait, les idées sont créées ou, enfin, les employés du venture studio s'inspirent et créent ces idées. Ensuite, généralement, il y a des teams un petit peu fonctionnels qui vont travailler donc, en équipe pour développer cette idée pendant quelques mois. Donc, il y aura par exemple une personne en marketing, une personne, un UX designer, un développeur software Ouais, qui vont en fait travailler tous ensemble pour développer cette idée et ensuite chercher des fonds externes aussi. ok, ok, bah c'est super intéressant. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça le concept assez génial. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que ce startup studio crée l'idée. En fait, après, ils vont chercher des talents avec les bonnes compétences pour aller créer ce projet, quoi. Ouais. Ouais. Il y a vraiment plusieurs modèles en fait. C'est parfois un peu hybride dans le sens que ça peut être vraiment une team au début qui va créer ça et puis ensuite recruter un PDG pour ensuite vraiment lancer la startup. Soit ce PDG peut être recruté vraiment au début et soutenu par une team un peu avec des compétences fonctionnelles. Ok, Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles, mais c'est super intéressant parce que ça professionnalise un peu ce domaine d'entrepreneur, enfin, la ouais. profession d'entrepreneur finalement. Ouais, bah, c'est un peu. C'est vrai qu'on dit souvent quand on se lance dans une startup en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez complexe hein, au final. Mhm. Et là, c'est un peu un moyen, j'ai envie de dire, de sécuriser un peu son lancement, Oui, quoi. Enfin, oui, tu sautes pas le pas absolument. complètement puisque tu as quand même une structure qui va t'accompagner. Tu te doutes que si t'ont mis cette idée, c'est qu'ils ont fait des analyses derrière, enfin, je suppose. Exactement. Ouais, Ça, c'est une partie aussi assez importante d'un venture studio, c'est que ça se focus beaucoup sur l'analyse d'idées, en fait. Donc, soit par des études de marché, et puis ensuite, un peu à identifier des parties manquantes ou des problèmes de consommateurs pour ensuite apporter des solutions. Soit c'est un petit peu un modèle de regarder ailleurs, donc sur d'autres marchés aux US, par exemple, de voir quelles sont les startups et les entreprises qui ont du succès là-bas et puis de les ramener en Europe, par exemple. ouais, je vois. Ok, ok, ok. Et du coup, ça m'amène à une question, parce que moi, j'entends souvent cette fameuse question, j'ai vraiment envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Comment on trouve une idée? Du coup, par rapport à ton expérience et tout ce que tu as vu, quelles sont pour toi, on va dire, des idées, enfin, comment on peut définir que quelqu'un a une bonne idée, quoi, en gros? Sur quoi, quels critères vous pouvez vous baser Mhm. dans un startup studio, par exemple? Alors, ça dépend un petit peu. Donc, si on en est vraiment au stade de l'idée, je pense que, bon, une idée de business, ça doit avoir de toute façon trois composantes de réussite. Donc, la première, ce serait un petit peu ce concept que ça résout un problème, en fait, finalement, que les consommateurs ont besoin de la solution que la startup apporte. Ensuite, que ce soit potentiellement profitable, pas tout de suite, bien sûr, mais dans un certain long terme, médium/long terme, Ouais, que ça puisse rapporter des revenus qui sont assez stables, et puis finalement que ce soit quelque chose de faisable. d'accord, ouais. Donc quelque chose qui est possible à réaliser compte tenu des ressources à disposition en ce moment. Ouais, ok. Après, donc ça, c'est plus une évaluation d'idées, mais si on regarde dans un venture studio,
Il y a aussi beaucoup d'autres critères que nous, on avait utilisés. Par exemple, la taille du marché, c'était un critère assez important. Euh, et encore plus parce que nous, on est basé en Suisse. Donc, du coup, le marché est déjà relativement petit. Alors, il faut que quelque chose a quand même assez de potentiel de Ouais, marché. tu peux être Ensuite, scalable. quelque chose, voilà, exactement, quelque chose de scalable et quelque chose qui va pas avoir beaucoup d'investissement au départ, en fait. Ok, ok. Et d'ailleurs, bah, en parlant d'investissement, comment ça se passe quand du coup bah, la structure a l'idée, elle trouve les fondateurs ou l'équipe qui va la développer. Au niveau financement, ça se passe comment? C'est la structure aussi qui investit pour ce qu'on appelle le go-to-market ou... Mhm. Alors, il y a aussi plusieurs modèles un petit peu là-dedans. Donc, généralement, de toute façon, de base, il y aura certain investissement du venture studio pour tout ce qui est de toute façon ressources humaines, tout ce qui est aussi tout ce qui est coûts, etc., marketing, par exemple, des choses comme ça. Il y aura un certain investissement de base. Après, ça varie un petit peu des ressources du venture studio aussi. Mais à un certain moment, il va falloir aussi lever des fonds externes. D'accord, ok, je vois. Bah, c'est ouais, c'est super intéressant. Et du coup, au niveau du business model d'un startup studio, comment ça se passe? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y en a qui sont financés par des grosses entreprises, par exemple, donc qui misent surtout sur le long terme. Et puis, c'est surtout sur les sorties, les exits. Ouais, ouais. Ils misent dessus. Ensuite, nous, typiquement, on avait aussi une partie consulting, Ok, c'est-à-dire une partie consulting pour les entreprises. Donc, du coup, ça, c'était un petit peu le cash flow. Mais voilà, donc chacun a ses propres solutions pour ça. ouais, je vois. Ok, ouais, c'est mis sur long terme, mais du coup, dans la plupart des cas, le venture studio prend des participations en part dans la société, Oui, quoi. c'est majoritairement c'est des parts qui sont très larges en fait. C'est parce que la D'accord. startup leur appartient. Donc ça dépend aussi, mais je pense que c'est minimum 40% et ça peut aller jusqu'à 90%. Ok, ah oui, quand même, ouais. Ouais, Quand même. ouais. Ok. Bah, super intéressant. Et Parce du qu'en coup, fait, par exemple, l'entrepreneur, il est rémunéré en salaire aussi. oui, bah, c'est ça, c'est que enfin, souvent, quand on crée une entreprise, c'est vrai que enfin, se payer, c'est déjà une grande étape. Et du coup, c'est vrai que en passant par ce processus-là, ça assure peut-être une sécurité plus rapide de Mhm. pouvoir être rémunéré en tant que dirigeant plus rapidement en soi que si on développait nous-mêmes, quoi. Oui, Ok, oui. ok. Et du coup, enfin, sur la stratégie d'exit, donc pour ceux qui peut-être ne savent pas ce que c'est une exit, c'est bah, quand on revend ses parts ou quand on revend la boîte, en fait, il y a une valorisation plus haute et du coup, bah, le startup, la venture studio, pardon, se rémunère de cette manière. Mais est-ce qu'il y avait une stratégie, vous, qui est définie ou une moyenne, on va dire, sur ce que vous projetez? Parce que souvent, quand on va parler à des investisseurs, c'est vrai que c'est ce qu'on entend. Quelle est ta stratégie d'exit? Est-ce que tu veux revendre dans Mhm. 3 ans, 5 ans, 6 ans? Ouais. Euh, vous avez un peu une échelle de temps ou c'est... Oui, alors très positivement ou très optimistiquement, c'est entre 3 et 5 ans. Ok, Mais en réalité, c'est plutôt 5 ans, parce qu'en 3 ans, c'est quand même très, très rapide. Et puis, sinon, il y a donc le multiplicateur d'exit qui est aussi un but, en fait, à faire. Et ça varie un petit peu d'une industrie à une autre parce que c'est vraiment très différent. ouais. Ok, ok. Bah, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai découvert les startup studios il y a, je crois, il y a un an et demi, quoi. Oui, Ouais, ça m'a mais je fait... c'est vraiment très populaire en ce moment. Je vois même en Suisse, il y en a deux, trois nouveaux qui apparaissent tout le Ouais, temps. bah ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, tu parlais d'économie, mais enfin, du coup, là, si on se pose en 2020, est-ce que, en tout cas, dans ta startup studio, vous aviez des critères sur des filières spécifiques, des domaines d'activité, ou si tu peux nous parler peut-être plus en détail des tendances qu'il peut y avoir sur le Mhm. marché
marché en termes de start-up? Oh là là, ouais. Ouais, Bah, je sais que j'ai posé une question à rallonge là. les tendances, on peut en parler, et puis surtout en ce moment, là, je sais pas par quoi commencer, mais peut-être la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu les tendances de tout ce qui est marque, etc. Ok. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est plus des tendances donc de faire du omnichannel. Donc dès qu'il y a une startup en fait qui est lancée, qui a un produit B2C ou en fashion, j'ai Ouais. l'impression que c'est vraiment très important d'avoir un marketing omnichannel, et ça fait une grande différenciation en ce moment. Donc là, en Suisse, par exemple, il y a pas mal de startups qui sont populaires en fait pour ça. Ok. Euh, Ça, je pense que ce serait une des tendances. Ensuite, si on parle vraiment d'industrie, je Ouais. pense que la livraison, ça va être super important en ce moment surtout, vu qu'on a de toute façon une plus forte digitalisation des ventes en ligne, etc. En fait, il y a toute l'infrastructure qui est pas encore là pour faire face à toutes ces demandes qui augmentent. Donc, du coup, je pense que là-dedans, ça va devoir se développer pour pouvoir apporter des solutions un petit peu plus rapides, en fait, donc de livraison, retour, etc. Là-dedans, je vois aussi beaucoup de startups, livraison, et puis aussi le supply chain. Je sais pas Ok. comment on dit en français. Ouais, le supply chain, c'est les chaînes de production. Les chaînes de production. Ouais, Ouais. 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 Oui, oui, c'est vrai, bah, parce que les chaînes de production en soi, c'est vrai que, enfin, moi, ça me paraît pas, ça me vient pas du tout à l'idée là maintenant de prendre, d'avoir une idée sur de la chaîne de production, mais c'est vrai Mhm. que c'est un secteur qui est quand même assez retardé, non? Enfin, Ouais. ouais, il y a une grosse marge d'évolution dans ce secteur-là. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai parce que, enfin, ce que tu dis, c'est vrai que on s'imagine pas, mais aujourd'hui, tout ce qui est e-commerce et livraison, enfin, on a l'impression de le voir partout avec bah, Amazon, etc. Mais au final, j'avais vu, enfin, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois que ça représente encore que 10% du marché mondial. Mhm. Donc, c'est, Ouais. il y a une, enfin, quand tout à l'heure tu me parlais de marché, de taille du marché, il y a une évolution qui est quand même assez considérable. Ouais. Ouais, Puis je pense, bah, ça, on l'a, je sais pas comment c'était en France, mais en tout cas en Suisse, on l'a vu un petit peu pendant la période du lockdown. ouais, Donc en fait, il y avait tellement de demandes en ligne de produits qu'il y avait beaucoup de retard parce que l'infrastructure, tout ce qui est livraison, elle peut pas faire face à toute cette demande encore. ouais, ouais, ouais. Donc du coup, il y a besoin ouais, de pas mal. Mm. Ok, Ouais. ok, ok. Et si on voit par exemple récemment, j'ai une amie qui a commandé un comment on dit, un canapé en ligne, et puis en fait ils lui ont ramené un truc de couleurs différentes. Donc ça c'est quelque chose qui peut aussi être optimisé par des processus un peu plus avec des solutions digitales en fait. Ah oui, oui, bah oui, non, c'est sûr. Surtout pour tout ce qui est gros, ouais, tout ce qui est mobilier, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose. Ok, ok, ok. Et si on parle peut-être plus du côté investisseur, puisque toi, bah, Mhm. et c'est quand même cool, c'est que tu avais vraiment la vue entre bah, les entrepreneurs d'un côté et les investisseurs qui te demandaient Mhm. exactement leurs critères. Du coup, bah, qu'est-ce qu'attend un investisseur, quoi? Genre, si là, il y a une personne qui nous écoute, elle a une idée, elle veut se faire Mhm. financer son idée. Genre, quels sont les critères, peut-être les domaines de compétences Mhm. qu'il faut avoir en tant Ouais. qu'entrepreneur? Ok, alors oui, donc un investisseur, en fait, il y a plusieurs choses qu'ils vont regarder. Et la première chose, surtout dans les tout débuts, c'est l'équipe, en fait. C'est vraiment un des points qui est très important. Donc notamment, en fait, il y a une partie qui est un peu pragmatique et une partie qui est plus ressentie entre investisseurs et puis la team. Mais en tout cas, du côté pragmatique, ça va être beaucoup d'investisseurs, en fait, ils ont tendance à favoriser les serial entrepreneurs. Ouais,
qu'on appelle comme ça. Donc, ils aiment bien voir un petit peu de l'expérience dans l'environnement des startups, par exemple. Euh, Même si c'est une expérience, pas en tant que fondateur, mais une expérience dans une startup, c'est un peu un bonus. Mais bon, après, c'est pas très courant, il y en a pas beaucoup, donc ça, c'est un petit peu l'idéal. Ensuite, ce que nous, on regardait beaucoup aussi, c'est tout ce qui est expérience passée, industrie et compétences. C'est-à-dire on a souvent tendance à penser en fait que l'expérience, elle n'est pas forcément nécessaire, qu'il y a plein de superstars entrepreneuriales qui arrivent à créer des startups qui sont géniales sans avoir de l'expérience. Mais en fait, il y a quand même un énorme pourcentage de startups dont les fondateurs ont beaucoup d'expérience et qui marchent très très bien. Donc, expérience dans l'industrie, surtout en B2B, parce que là, ça va être très important, vu que le fondateur va devoir parler à des interlocuteurs de l'industrie, donc il doit être capable de comprendre tous les enjeux de cette industrie et de parler le même langage que cette personne. Ouais. Donc ça veut pas dire que toute l'équipe doit avoir l'expérience dans l'industrie, mais peut-être une personne qui a travaillé dedans. Ensuite, les compétences techniques plus. Donc si c'est de l'intelligence artificielle, il faut que quelqu'un soit spécialisé en ça. Ouais. Ensuite, c'est la dynamique de la team aussi qui est très importante parce que beaucoup de startups en fait ne réussissent pas parce qu'il y a un problème entre les fondateurs. Donc du coup, ce qu'on a tendance à regarder, c'est est-ce que les fondateurs se connaissent, est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble avant, des choses comme ça. Est-ce qu'ils se comprennent bien, est-ce qu'ils peuvent résoudre les problèmes, enfin si jamais ils ont des problèmes, est-ce qu'ils peuvent les résoudre et puis continuer à travailler normalement. Et puis, après, c'est la motivation aussi, bien sûr. Donc, la motivation, c'est un petit peu cette question de pourquoi est-ce que la personne crée cette startup? Est-ce que cette personne est vraiment à 100% sur cette startup ou est-ce qu'elle travaille encore à temps partiel quelque part d'autre? Donc, ça, ce sont toutes des questions qu'on se pose. Et puis ensuite aussi, le soutien qu'ils ont, en fait. Donc, typiquement, s'il y a quelqu'un euh, qui, qui est très crédible, qui soutient la startup, c'est bien aussi de le faire ressortir en fait. Ouais. C'est toujours des points de plus. S'il y a des mentors, des choses comme ça qui Ouais, gravitent autour. Hmm. exactement, ouais. Ouais. Oui, donc Parce qu'en c'est. fait, psychologiquement, si ces gens-là approuvent de cette startup, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant. Oui, bah, c'est ouais, Un point. c'est référence. Ouais. Ouais, c'est comme ouais, un peu quand on va sur le marché et qu'on a bah, le premier client de référence, c'est vrai que ça peut aider Mhm. à déboucher plusieurs portes, quoi. Ouais, donc c'est ouais, donc c'est bah, super intéressant. Enfin, c'est beaucoup d'humains, quoi, si on retient. Et c'est vrai que, enfin, je me sers du Mhm. coup et je me permets de rebondir parce que même si c'est quelque chose qui est entendu et re-entendu, je pense qu'une fois de plus, ça fait pas de mal. Il y a beaucoup de personnes encore qui se disent, ouais, il faut que j'ai la bonne idée, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Alors qu'au final, enfin, comme le discours, enfin, ton discours, c'est beaucoup, beaucoup d'humains, quoi. C'est beaucoup d'humains, Mhm. c'est beaucoup d'équipes. Oui. On investit, enfin, les investisseurs, c'est des êtres humains normaux, quoi. Et ils investissent Mhm. avant tout sur des hommes, quoi. Et pas sur Ouais. un projet, pas sur. Exactement. Surtout vraiment au tout début de la startup, en fait, avant qu'elle puisse produire des revenus ou quelque chose où elle peut prouver qu'il y a de la demande, ça va être le côté humain qui va être important. Après, il y a aussi le côté du produit lui-même, il y a le côté du marché, du business model, et puis tout ce qui est projection, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, donc complètement. Et c'est vrai que par rapport aussi à ce que tu disais, je rebondis aussi sur la deuxième chose par rapport aux serial entrepreneurs. Euh, Mhm. enfin voilà, parce qu'ici, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont déjà entrepreneurs, mais il y en a aussi qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent passer le pas. Et du Mhm. coup, bah, c'est bon de faire passer ce genre de message. C'est qu'on est beaucoup de fois stoppé sur l'échec, en fait. Alors que Oui. déjà, je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est d'avoir une vision vraiment long terme et de ne pas avoir peur de l'échec, puisque c'est justement sur ça que se base bah, ces Exactement. personnes-là, quoi. Ouais.
Et que bah, voilà, moi j'avais une petite Exactement. expérience aux États-Unis et c'est vrai que c'est pas du tout la même mentalité où bah, des fois, limite là-bas, ils te demandent combien de boîtes tu as planté avant Mhm. de pouvoir, si tu n'as pas Ouais. planté dans 4 ou 5 boîtes, du coup, c'est un refus direct. Alors que bah, voilà, Mm. en France, on essaye vraiment de, voilà, de faire les choses bien, donc c'est bien, mais bon, Ouais. il y a l'action Ouais, qui on est beaucoup plus conservateur. Ouais. C'est En Suisse, vrai. c'est pareil d'ailleurs, vu qu'on parle si C'est on différence c'est entre France-Suisse. c'est relativement pareil aussi. C'est vrai que les gens, en fait, la Suisse, c'est très conservateur dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la sécurité, donc ils osent pas se lancer dans un projet entrepreneurial et puis, comme tu dis, de ne pas réussir. Euh, Alors que finalement, c'est une expérience extrêmement enrichissante aussi de se lancer dans un projet et puis finalement aussi de voir si c'est quelque chose qui correspond ou pas. Ouais, 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 complètement. Ouais. Et puis au final, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de. Enfin là, toi, tu es là pour en parler, mais il y a quand même beaucoup de manières de se faire accompagner. C'est-à-dire que Oui, on est jamais seul, quoi. Au final, soit tu peux trouver des mentors, il y a des incubateurs, des accélérateurs, maintenant il y a des startup studios. Si tu as envie de exactement. faire le. Et franchement, les gens, je trouve, sont relativement ouverts aussi d'aider. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de contacter des gens sur LinkedIn, par exemple, un truc très simple. Et il y en a qui répondent positivement et qui sont prêts à aider. Donc, c'est relativement, enfin, c'est pas simple, mais c'est possible, en fait, d'avoir de l'aide de personnes autour. Mm. Bah oui, complètement. Bah, de toute façon, c'est ce qui revient, c'est vrai, beaucoup, parce que du coup, même sur les dernières interventions, à chaque fois, c'est ça qui ressort. Entourez-vous des personnes qui ont fait votre chemin. Oui. Et des fois, on a un peu peur, c'est vrai que bah, c'est un peu, on est un peu impressionné, quoi. Alors que au final, on se rend compte Mhm. que quand on passe vraiment le pas, c'est surtout les personnes qui sont même le plus à même de t'aider, quoi, parce que ils aiment bien partager Exactement. leur expérience, quoi. Mm. Parce qu'ils ont aussi passé par des périodes très difficiles. Ils savent comment ça se passe. Ils savent que c'est difficile au début aussi de lancer tout ça. Donc du coup, ils s'associent, je pense, même plus à ce genre de problème. Et puis ils sont très prêts à aider. Ok, bah ouais, ouais, complètement, complètement. Et Mm. du coup, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, une anecdote d'une startup qui a, soit, je sais pas si vous avez eu ce qu'on appelle des licornes. Non, 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 pas encore. on n'a pas eu, non, non. Bon, pour ceux qui nous écoutent, licorne, du coup, c'est des startups qui se créent et qui sont après valorisées plus d'1 milliard. C'est ce que tous les investisseurs recherchent, du coup. Mais est-ce que, je sais pas, tu aurais, je sais pas, une aventure, une anecdote avec une startup que tu as pu Oh là accompagner là. ou suivre? Alors, des aventures, j'en ai eu. Des Ouais. disputes, j'en ai eu. Mais alors une année, alors oui, j'en ai une en fait, peut-être un truc assez drôle. J'accompagnais une start-up qui faisait du co-living, donc c'est comme le coworking, mais pour des appartements, donc qui aménageait un petit peu des appartements de 4-5 personnes, qui organisaient tout ce qui est meubles, et puis des services comme le Wi-Fi, nettoyage, etc. Et puis ensuite, ils louaient des chambres dans ces appartements. Et puis en fait, on est allé voir justement un appartement qu'on voulait utiliser pour ça. C'était quelque chose de très vieux, je pense, des années 70, voire non, enfin même avant en fait. C'était très très kitsch. Donc on est arrivé dans un appartement qui était, enfin il y avait du velours partout, il y avait des trucs un peu bizarres. Et du coup, nous on a pensé à le prendre pour justement faire un test, le rénover un petit peu, faire un test avec les consommateurs, comment ça se passe, mais finalement on l'a pas fait parce que c'était vraiment un truc, mais c'était sale partout, il y avait une salle de bain avec du velours autour, enfin, Ouais. c'était vraiment bizarre. Ok, bah ouais, bah ça, des fois il y a des. Mais du coup, ouais, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que qu'est-ce que tu en penses un peu de ce phénomène, du coup, au final, startup? Parce que c'est vrai que, bon, moi, du coup, je suis aussi dans ce cas-là, donc je vais pas
Mais Mhm. des fois, quand on écoute, on a l'impression qu'il y a un peu des startups pour tout, quoi, au final. Ouais, ouais, Bah, enfin, je sais pas si tu peux nous dire deux mots sur ça, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui a quand même, qui s'est accéléré. Enfin, je pense, il y a 30 ans de cela, ça courait pas les rues, quoi. Alors que mhm. là, j'ai l'impression que dès qu'on boit un verre avec quelqu'un, il y a des startups pour boire de l'eau, il y a des startups pour boire le vin. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cet effet? Bah, moi, je pense que c'est très positif en fait parce que finalement, de un, ça aide un petit peu au développement, à des solutions nouvelles. Donc, même si on prend un truc tout simple, voilà, on boit tous du Coca-Cola, mais maintenant il y a plein de startups qui font qui font aussi des sodas qui sont très intéressants. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus de choix. Après, c'est vrai que maintenant, quand tu veux créer une start-up, il y aura forcément quelqu'un qui a déjà pensé à quelque chose de similaire et qui l'a déjà euh, implémenté. Et puis, mais sinon, je trouve ça vraiment génial. C'est aussi, parce que je pense qu'au niveau personnel, être fondateur de sa propre start-up, de quelque chose dont tu es vraiment passionné, c'est incroyable. Et ça permet aussi de personnellement se sentir vraiment bien de pouvoir faire quelque chose qui te plaît. Ouais, c'est ça. Bah ouais, merci de ce partage, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu, du coup, les messages qu'on essaye de faire passer Mm. avec ces lives, etc. C'est que bah, avant Mm. d'avoir, bon, c'est bien d'avoir des retours économiques, etc. Et puis, je pense que si de toute façon, tu fais quelque chose qui sert vraiment les gens et que t'aimes ce que Mhm. tu fais sur le long terme, dans tous les cas, tu trouveras une solution pour percer dans ton Exactement. marché, quoi. C'est un peu le Je pense message aussi, et puis, je pense que c'est vraiment la base de juste aimer ce que tu fais, devoir le partager. Et puis après, c'est pas le but n'est pas forcément de devenir une licorne non plus. que Si ça devient un business qui génère du revenu, c'est aussi très bien, hein. Oui, bah oui, oui, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a plein de discussions que je pense qui doivent être éclaircies à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand on entend parler de start-up, c'est en mode bah, levée de fonds, alors que non, tu es une start-up, tu n'es pas obligé de faire une Ouais, levée de fonds. Et d'ailleurs, si exactement, ouais. tu peux t'en passer, c'est aussi bien. Mm. Et après, bah voilà, être une licorne, c'est que derrière, il y a des sacrifices. Enfin, genre, on ne devient pas une licorne du jour au lendemain. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, je pense. Donc après, voilà, est-ce que je sacrifie ma santé ou, ou, ou ma boîte, quoi. Donc, Mm. ouais. Bah écoute, merci pour ce partage. J'avais aussi, ça m'est venu une question aussi que je voulais te poser qui me paraissait intéressante entre la relation des corporates, donc des grands groupes, avec Mhm. les startups. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses Mhm. aussi là-dessus. On entend bah, que des fois les gros groupes profitent des startups parce que Mhm. les startups malheureusement n'ont pas beaucoup de marge de négociation, Oui. ou vice-versa, que des fois une startup peut aussi bah, bouleverser un groupe, une industrie, hein. On l'a vu avec Uber Mhm. par exemple. Oui. Donc je sais pas, parce que toi tu avais aussi cette casquette-là, hein, tu avais des corporates Oui. qui te disaient, est-ce que je sais pas, tu pourrais détailler ce point-là sur cette relation qui se crée et qui se crée de Oui. plus en plus quoi, au final. Oui. Alors, je pense que c'est une relation bah, de un qui peut être extrêmement intéressante pour les deux parties, en fait, parce que pour les entreprises, ça permet un petit peu de tester certains marchés, certaines nouvelles solutions. Et pour la start-up, ça la permet d'avoir des ressources qu'elle n'aurait pas forcément eues ou d'avoir une ouverture à un plus grand, un marché plus élevé, donc à des clients. Mais c'est vrai que c'est une relation qui est très très compliquée parce que le fonctionnement des deux est tellement différent que ça devient difficile de les aligner en fait. Donc Ouais, typiquement, dans une entreprise, il y a des processus, il y a des choses à montrer au département, des présentations à faire, etc. Alors qu'une start-up, ça va aller très très rapidement sans passer par ça. Et du coup, c'est vrai que ça retarde un petit peu l'avancée du projet commun, par exemple. ouais, Donc là, ça, j'ai beaucoup vu aussi, hein. J'ai travaillé avec quelques projets comme ça. Et le plus important, c'est de fixer vraiment tous les objectifs,
tout le processus de travail au début pour que ce soit très très clair quels sont donc les objectifs de la startup, quels sont les objectifs de l'entreprise, quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des deux, comment est-ce qu'elles collaborent, etc. Donc un petit peu d'administratif, Ouais, ouais, euh, ouais. c'est tout ça. Ouais, donc très, ouais, très important d'être ultra transparent dès le départ Ouais. pour que la relation se passe bien. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce qu'on voit souvent, et moi personnellement, vu des projets où bah, on crée un service, on est tout content parce qu'on a un groupe qui s'intéresse à nous. Et au Mhm. final, bah, comme tu disais, les process ne sont pas du tout les mêmes. Donc en fait, attendre un Oui, an pour un groupe, c'est attendre 10 ans pour une startup. Donc oui, des fois, on a un peu oui. ce phénomène-là. Ok, ok. Du coup, enfin, toi, quand tu faisais. Ça dépend aussi un petit peu des objectifs de pourquoi est-ce qu'elles collaborent ensemble, parce que typiquement, ça peut être si c'est pour utiliser un service de la startup, donc pour faire ce qu'on appelle proof of concept. Là, c'est là, je pense, où c'est relativement compliqué aussi parce que ça va être bloqué à plusieurs étapes. Et puis là, c'est un petit peu à l'entreprise aussi d'avoir des processus externes de l'entreprise Ouais, ouais, pour ouais. pouvoir justement laisser faire ça plus rapidement. Bah, c'est vrai, dans ces profs de concept, je pense qu'une des principales problématiques, c'est la structure, quoi. C'est des services qui sont Mhm. pas du tout agiles. Et du coup, enfin, pour implémenter quelque chose, t'as le temps de mourir 3 fois, quoi. Mais Ouais, souvent ça peut se bloquer à quelques niveaux. ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, enfin, je reviens en arrière, mais du coup, dans ton métier, il y avait des entreprises comme ça, des groupes qui te disaient, je cherche particulièrement ce type de start-up, ce type d'activité. Et Oui, après, du coup, le but derrière, c'est quoi? C'est de les acheter? non, pas forcément en fait. Il peut y avoir plusieurs buts. Plusieurs buts. Donc, but numéro un, c'est d'utiliser leurs produits ou services pour leur propre processus, etc. Numéro 2, c'est de collaborer ensemble pour développer une nouvelle solution en utilisant la technologie de la startup. Numéro 3, c'est investir dedans. Donc, potentiellement, en fait, investir dans plusieurs startups pour voir laquelle va fonctionner à long terme, etc. Et potentiellement la racheter après, en fait. D'accord, ouais, ok. Ok, ok, je vois. Ouais, donc il y a déjà une trame. Et dans le schéma inverse, est-ce que en tant que startup studio, par exemple, ça arrive que, bah, je sais pas, par exemple, vous avez une relation avec un gros groupe qui cherche cette techno particulièrement. Est-ce que du coup, bah, ce besoin peut faire naître du coup une idée de startup et sur laquelle après vous allez trouver les équipes parce qu'au final, bah, il y a le besoin qui est déjà cité et c'est Oui, des manières pourquoi pas, de oui. process. Ok, Ça peut aussi facilement arriver comme ça, hein, parce que finalement, c'est des choses, surtout si on travaille avec plusieurs projets et puis tu remarques qu'il y a le même problème, pourquoi pas investiguer un petit peu plus et puis voir si il y a une idée de start-up qui peut être là derrière. ok, ok, ok. Après, Intéressant. les venture studios, en fait, ce qu'ils font aussi, c'est que parfois, ils développent des startups pour des entreprises. C'est-à-dire que, Oui, bah, c'est un peu ça que je voulais dire, ouais, du coup. ouais, 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 ok. ouais, ouais. Ouais, bah Ça, ça, c'est c'est. très souvent, d'ailleurs, enfin, souvent en tout cas, ici en Suisse, il y en a une qui travaille justement avec un groupe et puis qui développe des startups pour cette entreprise. Ok, ok, ok. Bah ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant puisqu'en fait, le client est déjà là, quoi. Oui, Enfin, oui. là, le Et marché, puis, on l'invente pas. exact. Ouais, c'est Absolument. très. Et puis, c'est un peu à l'externe, en fait. Donc, c'est pas dans la structure du groupe ou de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui a son propre fonctionnement et qui est à part. Ok, ouais, ouais, donc c'est très, très lean. On part du besoin Mhm. pour développer. Du coup, ouais, c'est encore autre chose, quoi.
Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, si, je sais pas, il y a une personne là qui nous entend et qui dit putain, c'est génial, je savais pas que ça existait, ce genre de structure, comment on fait pour clairement, hein, de manière très pragmatique, intégrer un startup studio? D'un point de vue startup ou d'un point de vue... Du coup, ouais, potentiellement les deux. Là, je pensais plus à une personne qui nous écoute, qui justement n'a pas vraiment d'idée, et qui a envie de passer le pas, mais avoir cette sécurité un peu avec toute cette structure. Comment on Mhm. fait pour intégrer une structure comme la tienne, du coup? C'est une bonne question. Alors, typiquement, c'est des positions qui sont aussi sur Internet, en fait. Donc, c'est des positions qui sont là. Par exemple, si recherche d'un PDG pour un certain projet de start-up. Et puis, dans ce cas-là, c'est un processus d'application comme pour un travail. Ok, C'est pareil aussi avec donc le CV et puis la lettre de motivation et des interviews après. ok, Ça, c'est vraiment si la personne veut intégrer cette structure en tant qu'entrepreneur pour un cas spécifique. Sinon, il y a aussi donc des jobs à temps plein au sein du Venture Studio. Et dans ce cas-là, c'est aussi des jobs un petit peu soit en marketing, soit il y a aussi c'est un job qui s'appelle Venture Builder ou Venture architecte de start-up. ok, Et ça, c'est vraiment pour un peu manager ce processus de création de start-up entre 4 et 9 mois, je vais dire en général. ouais, ok, Et là, généralement, ils prennent des gens qui ont de l'expérience avec des startups déjà. ouais, ok. Oui, c'est un peu voilà, product management, enfin, Oui, un oui. manager de projet, quoi. Exactement, oui. Ok. Et du coup, de l'autre côté, en tant que startup, demain, du coup, enfin, si je fais le cas, c'est demain, j'ai une idée de startup. Je pense que c'est génial et du coup, ça me rassure d'avoir ce cadre. Ça peut se passer Mhm. comme ça? Ça peut, mais je dirais que c'est plus rare parce que généralement, tout ce qui est idée, ça vient du Venture Studio, Ouais. de leur propre recherche. Mais c'est vrai que j'en ai vu certaines qui acceptent aussi des applications, mais ça va être plus un pourcentage un peu moins élevé de ce qui provient de l'externe. Mais par exemple, nous, on acceptait aussi des idées, par exemple, et puis ensuite, elles devaient passer par notre propre évaluation. Et ensuite, on décidait si c'était quelque chose qu'on voulait poursuivre ou pas. Ok, ok. Intéressant. En tout cas, c'est très clair pour moi. C'est super intéressant. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interrompre du coup le live qui va être public. Euh, All day, all day, all day.